Bonjour à tous. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'une des idées les plus révolutionnaires de l'histoire des sciences. En tout cas, l'une de mes préférées. Et si vous aimez le steampunk, vous auriez adoré qu'elle se concrétise, parce qu'un ordinateur mécanique à vapeur, c'est l'un des concepts les plus classes de l'informatique, avec un siècle d'avance. Les calculs, ça peut vite devenir long et compliqué. Pour se faciliter la vie, les savants ont utilisé des tables écrites, des bouliers ou des abacs, mais pour les faciliter encore plus, on peut essayer de les automatiser. Et pour ça, on retourne à nouveau en Grèce antique. Le premier mécanisme calculatoire semble être la machine d'Anticythère, découverte dans une épave au large de la Grèce, datant de 87 avant notre ère. Elle se compose d'un ensemble d'engrenages en bronze qui permettaient de prédire les éclipses solaires et lunaires et donner d'autres indications astronomiques sans faire de fastidieux calculs manuels. On attache sa conception à Archimède 150 ans auparavant et il est probable que plusieurs de ces instruments étaient connus durant le IIe siècle avant notre ère, mais ils restaient rares et précieux. Durant les siècles qui suivent, Grecs, Chinois et Arabes inventent des règles de calcul et des astrolabes perfectionnés, que ce soit pour l'astronomie ou pour les échanges commerciaux. Pour la véritable automatisation, il faut attendre le XVIIe siècle. En 1623, Wilhelm Schickard décrit une horloge à calculer qui ne sera jamais construite. En 1642, Blaise Pascal met au point la Pascaline, la première calculatrice mécanique fonctionnelle, brevetée et commercialisée. Elle est capable d'additionner et de soustraire grâce à des roues à cliquet, et certaines ont même été conçues pour gérer les calculs monétaires et de mesure non décimaux. Bien que reconnue pour ses qualités, la minutie de sa conception la rendit hors de prix, et seule une vingtaine furent construites. Au cours du XVIIIe siècle, plusieurs concepteurs, à commencer par Leibniz, tentent de concevoir une machine pouvant également multiplier, mais ils butent sur la gestion des retenues. Jusqu'à ce qu'en 1820, Thomas de Colmar invente l'arithmomètre, qui sera commercialisé en 1850. Capable de gérer correctement les 4 opérations de base et les racines carrées, elle reprend les travaux de Pascal et Leibniz, mais gère la multiplication par addition successive grâce à un compteur. Améliorée par Hotner, cette machine donnera naissance aux calculatrices mécaniques qui seront utilisées jusqu'au début des années 70. Et oui, il y a à peine 50 ans, la plupart des calculs se faisaient mécaniquement, quand ce n'était pas encore à la main. Et pourtant, ce système à engrenage a failli donner naissance à une révolution informatique grâce à Charles Babbage. Babbage naît en 1791 à Londres, au sein d'une famille aisée. À 19 ans, il rejoint l'université de Cambridge et en sort diplômé de justesse. Excellent mathématicien, mais peu orthodoxe dans ses méthodes, il ne parvient pas à trouver de poste stable. Il côtoie Laplace lors d'un séjour à Paris, travaille avec Herschel, qu'il a rencontré à Cambridge sur l'électromagnétisme, mais ils échouent à unifier le modèle des deux forces. Il vit surtout grâce à la fortune de son père, mais son talent commence à être reconnu. Il invente des dispositifs pour les trains, ainsi qu'un ophtalmoscope oublié, s'intéresse à la cryptographie et cofonde la Société royale britannique d'astronomie en 1820. Déjà pour les Babyloniens, l'astronomie réclamait de longs et fastidieux calculs, et Babbage a l'ambition de les faciliter. Et il va être un véritable visionnaire. Déjà en 1784, un ingénieur allemand nommé Müller a l'idée d'une machine à différence sans trouver les fonds pour la fabriquer. Stop! Déjà, il va falloir expliquer ce qu'est une machine de différence. Et avant ça, tenter d'expliquer ce qu'est la méthode des différences. La plupart des fonctions utilisées par les scientifiques et ingénieurs au XIXe siècle, logarithmiques, exponentielles et trigonométriques, peuvent être approchées par de simples fonctions polynomiales. Il suffit donc de calculer la valeur du polynôme pour avoir une valeur approchée de la fonction qu'on recherche. Et plus le degré du polynôme est élevé, plus la valeur est précise. Mais calculer une valeur à la main, c'est très long, surtout avec des puissances élevées. Newton trouve alors une méthode dite des différences finies. En calculant les premières valeurs du polynôme, plus la différence entre chaque, plus la différence des différences, et ainsi de suite, on trouve une constante. On peut alors calculer chaque valeur du polynôme en reconstituant les différences puis les valeurs à partir de la constante, simplement par addition. Ainsi, une machine à différence permet de calculer les valeurs d'un polynôme de degré n en connaissant la constante et en mémorisant n valeurs à chaque boucle, et ce, uniquement en sachant additionner. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. Retenez simplement que ce genre de machine permet de faire des approximations de fonctions compliquées uniquement en effectuant des additions en boucle. Entre 1819 et 1822, Babbage va réaliser un prototype, la machine à différence numéro 0, qui est annoncé fonctionnel dans un article de la Société royale d'astronomie. En 1823, le gouvernement britannique donne 1700 livres pour débuter le projet final et fournir des tables de calcul balistiques. Afin qu'elle soit la plus précise possible, Babbage ambitionne une machine capable de manipuler des nombres à 20 chiffres et des polynômes de degré 6. Sur le papier, le projet semble réalisable,
mais la précision de l'usinage et la quantité des pièces nécessaires rendent le tout économiquement hasardeux. Associé à l'ingénieur Clement, Babbage parvient à construire un modèle fonctionnel à l'échelle 1/7, capable de prendre en compte des nombres à 6 chiffres et des polynômes de degré 2 qu'il présente 9 ans plus tard. Mais en 1834, Babbage ambitionne de changer complètement son concept. Clement s'y oppose et quitte le projet. En 1842, le gouvernement, qui a lâché plus de 17 000 livres, soit près de 2 millions d'euros d'aujourd'hui, refuse d'aller plus loin, ne voyant aucun débouché économique. Babbage tentera de construire une machine encore plus ambitieuse, 31 chiffres et polynôme de degré 7, mais abandonne en 1849. Il faut dire que Babbage a la tête à son nouveau concept, qu'il appelle machine analytique. Et cette fois, c'est quelque chose de véritablement révolutionnaire. Il commence à travailler dessus dès 1833 et en fait une première description en 1837. Il imagine une machine capable de traiter n'importe quel problème mathématique qu'on lui fournirait de manière autonome, simplement en entrant des instructions spécifiques, le tout mu par une source d'énergie. Et je vais le dire très clairement, Babbage a tout simplement imaginé un ordinateur à vapeur. Un d'ordinateur à vapeur au milieu du 19e siècle. Et je n'exagère pas du tout. Comme périphérique d'entrée, Babbage reprend l'idée des cartes perforées des métiers jacquard. 2 lecteurs sont prévus, l'un pour coder les instructions, l'autre pour coder les données à traiter. Le processeur était divisé entre une unité de commande qui gérait les transferts des nombres, la mise en ordre des instructions, les embranchements conditionnels et les boucles, et une unité de calcul arithmétique inspirée de la machine à différence, capable d'effectuer les 4 opérations de base, les racines carrées et les comparaisons. Une architecture assez proche des microprocesseurs actuels. Une unité de contrôle qui gère les entrées-sorties, les instructions, etc. et une ou plusieurs unités de calcul. Une mémoire interne, sorte de magasin de stockage pour les résultats intermédiaires et finaux, permettait de stocker 1000 nombres décimaux de 40 chiffres, soit l'équivalent de 16,2 kilooctets. Un troisième lecteur perforateur de cartes était prévu pour transférer les nombres de l'unité de commande vers la mémoire et vice-versa, ainsi que pour gérer les boucles. Enfin, 3 périphériques de sortie étaient imaginés, une imprimante à caractères, une imprimante à courbes et une simple cloche de signalement. De plus, Babbage avait imaginé créer un système automatisé de gestion de plusieurs dizaines de milliers de cartes perforées qui se serait comporté comme un stockage externe. Cet ordinateur entièrement mécanique gérait les nombres à virgule fixe en base 10 et est considéré comme étant une machine de Turing, c'est-à-dire pouvant exécuter n'importe quel algorithme. Et en parlant algorithme, une telle machine, ça se programme. Et là encore, arrive un personnage mythique de l'informatique. Augusta Ada King Noel, comtesse de Lovelace, plus connue sous le nom d'Ada Lovelace, est née en 1815 à Londres et est la seule fille légitime du poète Lord Byron. Sa mère quitte le domicile conjugal avec le bébé un mois après sa naissance et Byron ne cherche pas à la récupérer. Il meurt 8 ans plus tard et sa mère confie Ada à sa grand-mère. Elle est souvent malade et profite de sa convalescence pour étudier la poésie et les mathématiques. À 12 ans, elle tente de se construire des ailes pour voler en testant systématiquement différents matériaux et formes et écrit même un ouvrage sur le sujet où elle suggère l'utilisation de machines à vapeur pour la propulsion. Elle fréquente Mary Somerville, Michael Faraday et Charles Dickens et rencontre Charles Babbage en 1833 à l'âge de 17 ans. 2 ans plus tard, elle se marie à William King, comte de Lovelace, avec qui elle a 3 enfants. À nouveau malade, elle reprend ses études de mathématiques en 1839 sous la direction d'Auguste de Morgan. Fascinée par le travail de Babbage et avec le soutien de Faraday, elle se met à son service en 1842 et passe 9 mois à traduire un long article français dédié à la machine, écrit par l'italien Luigi Menabrea, et le complète avec l'aide de Babbage afin d'en créer une description de référence. Au final, le mémoire fait 3 fois la taille de l'article initial, comporte 8 appendices, dont l'appendice G, décrivant le tout premier algorithme de l'histoire. Alors attention, Babbage avait déjà décrit des méthodes d'utilisation, et il écrira même 25 programmes par la suite. Mais cet algorithme est le premier écrit dans un langage pouvant être utilisé par une machine. Cet algorithme permet de calculer des nombres de Bernoulli, très utilisés en analyse. Si Babbage a probablement fourni les formules mathématiques, Ada Lovelace semble avoir écrit seul cet algorithme, bien que quelques historiens des sciences, comme Bruce Collier, le contestent et pensent qu'elle n'a fait que recopier les travaux de Babbage. Quoi qu'il en soit, tous pensent qu'elle a été la première personne à percevoir le véritable potentiel de la machine. En effet, Babbage avait conçu sa machine uniquement pour le calcul numérique, à la rigueur le calcul algébrique. Mais Ada voyait plus loin. Pour elle, tout ce qui peut être modélisé peut être traité par la machine. Elle pense qu'elle peut composer de la musique, manipuler des symboles, y compris des mots et des phrases, et être capable d'abstraction. Elle décrit là un ordinateur universel, une notion qui ne sera formalisée que dans les années 30 grâce à Alan Turing. Mais contrairement à lui, elle ne pense pas qu'on puisse créer une intelligence artificielle. Selon elle, son rôle est uniquement d'aider à effectuer ce qu'un homme peut déjà faire,
mais mieux et plus vite, sans pouvoir créer quelque chose par elle-même. Malheureusement, son intuition visionnaire ne fut pas récompensée. Soucieuse de soutenir financièrement Babbage, lâchée par le gouvernement, elle accumule les dettes de jeu. Elle échoue à mettre au point un modèle de prédiction mathématique pour les courses de chevaux et tombe à 2 doigts de la ruine. Elle finit par mourir en 1852 d'un cancer de l'utérus à l'âge de 36 ans et se fait enterrer aux côtés de son père qu'elle n'a jamais connu après avoir demandé à Babbage d'être son exécuteur testamentaire. Parmi ses écrits, on retrouva un travail de plusieurs années sur la modélisation mathématique du cerveau où elle voulait étudier la façon dont les pensées et les sentiments se créaient grâce à l'électricité et le magnétisme. Malgré la perte de sa principale collaboratrice, Babbage continue son travail sur ses fonds propres. En 1862, une version très incomplète est présentée à l'Exposition universelle de Londres. Il tente de terminer une version simplifiée de l'unité de calcul, mais décède en 1871 avant d'avoir pu achever son œuvre. Si on estime que la machine aurait probablement occupé un espace de la taille d'une locomotive, on sait peu de choses de son fonctionnement exact. Les schémas et dessins ne représentent que des parties précises, et Babbage ne décrivait juste que les états de la machine et les instructions à passer. Parmi les rares choses connues, on sait que la machine pouvait lire les cartes perforées dans un sens et dans l'autre afin d'exécuter des boucles. Cette machine révolutionnaire n'a donc jamais fonctionné du vivant de Babbage. Mais son histoire ne s'arrête pas totalement là. En 1878, un comité de l'Association britannique pour l'avancée des sciences reconnaît l'immense utilité de la machine, son ingéniosité et sa valeur scientifique, mais il recommande de ne pas la construire à cause du coût prohibitif. En 1880, le plus jeune fils de Babbage, Henry, tente d'en construire une version encore une fois simplifiée, mais arrête en 1887 après une erreur de calcul lors d'une démonstration consistant à calculer les 40 premiers multiples de pi avec 29 décimales. Il reprend en 1906 et parvient à faire fonctionner l'unité de calcul en 1910. Il donne la machine au Science Museum de Londres, mais échoue à construire une version plus complète, permettant de stocker 20 nombres de 25 chiffres et de manipuler 20 000 cartes. Oubliées pendant 70 ans, les machines de Babbage reviennent à la mode dans les années 80, et le Science Museum construit la machine à différence numéro 2 en 1991 pour les 200 ans de Babbage, en utilisant les techniques de l'époque et démontre son fonctionnement avec succès. Une imprimante est même construite en 2000. Babbage était persuadé que sa machine pouvait révolutionner la science, et il n'avait pas totalement tort. Plusieurs ingénieurs s'en sont plus ou moins inspirés pour créer des machines fonctionnelles. Deux ingénieurs suédois, George et Edvard Schentz, s'inspirèrent d'une description de la machine pour construire un calculateur mécanique à différence de la taille d'une table entre 1837 et 1843, capable de gérer des nombres à 5 chiffres dans des polynômes de degré 3 et doté d'une imprimante. Entre 1851 et 1853, le gouvernement suédois finance une machine à 15 chiffres et de degré 4 qui est présentée à l'exposition universelle de Paris en 1855 et vendue l'année suivante à un observatoire américain. Le gouvernement britannique en achète également une qui sera construite entre 1857 et 1859. Par la suite, plusieurs personnes copient ou améliorent le système et construisent leurs propres machines mécaniques, comme Hoiberg en 1859, Deacon en 1862, Grant en 1871, Hamann en 1909, la Borough Corporation en 1912, Ludgate en 1915, Thomson en 1927 et Comrie en 1928. Si ces concepteurs de machines mécaniques et électromécaniques connaissaient le nom de Babbage, ces travaux, eux, tombent peu à peu dans l'oubli. La machine électromécanique la plus avancée, le Harvard Mark II, construit entre 1937 et 1945, ne gérait pas l'embranchement conditionnel ni les boucles, et les concepteurs de l'ENIAC, le premier ordinateur électronique, Eckert et Mauchly, ne connaissaient pas du tout l'œuvre de Babbage. En parlant de l'ENIAC, il est intéressant de comparer les performances théoriques de la machine analytique avec celles des premiers véritables ordinateurs. Comme je l'ai dit, la machine analytique pouvait stocker 1000 nombres à 40 chiffres, bien plus que le Harvard Mark II avec 72 nombres à 23 chiffres, ou l'ENIAC en 1949 avec ses 20 nombres à 10 chiffres. Il faudra attendre l'UNIVAC en 1951 pour commencer à atteindre des chiffres comparables avec 1000 nombres à 11 chiffres et l'apparition des supports magnétiques au milieu des années 50 pour les dépasser. Par contre, au niveau de la vitesse d'exécution, la machine ne va pas beaucoup plus vite qu'un être humain. Entièrement mécanique, la puissance est limitée par les mouvements des pièces les unes avec les autres. Pour multiplier deux nombres à 10 chiffres, il lui aurait fallu 5 bonnes minutes, contre moins d'1 seconde pour le Harvard Mark II et 1 millième de seconde pour l'ENIAC. Et pour calculer une table trigonométrique exploitable pour la balistique, il aurait fallu compter 2 jours de travail mécanique, contre un quart d'heure pour l'électromécanique et une poignée de secondes pour l'électronique. À titre de comparaison, le processeur d'une machine de bureau actuelle effectue des opérations d'une dizaine de nanosecondes pour la multiplication et une dizaine de microsecondes pour la table.
Ces comparaisons restent très théoriques, la machine analytique de Babbage n'ayant jamais été assemblée pour l'instant. En octobre 2010, John Graham Cumming, un informaticien connu pour avoir lancé la pétition demandant des excuses publiques au gouvernement britannique pour la persécution d'Alan Turing, lança une levée de fonds afin de construire une machine analytique complète appelée Plan 28. La première étape consiste à recenser, collecter et trier toutes les données, recherches et écrits relatifs à la machine au sein d'une base de données librement accessible afin d'en comprendre le fonctionnement. Malheureusement, il semble que Babbage ait volontairement introduit des erreurs dans ses schémas afin de dissuader d'éventuels copieurs, et certains détails ont été omis, soit par sécurité, soit parce qu'il les considérait comme logiques. En 2017, l'ensemble des écrits de Babbage ont été traités, mais le travail continue afin de simuler une machine virtuelle dans un premier temps, puis tenter d'assembler une machine complète, peut-être pour 2037 et les 200 ans de la première description de la machine par Charles Babbage. Si cette machine est enfin assemblée, cela marquera le triomphe d'un homme et d'une femme qui avaient 100 ans d'avance sur leur temps. En compagnie d'Alan Turing, Ada Lovelace et Charles Babbage sont les précurseurs de la révolution informatique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment et même avant, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Et je vous laisse avec cette citation de Charles Babbage. À chaque progression de la connaissance, ainsi qu'à chaque invention d'un nouvel outil, le travail humain diminue.